quand on fait de la génétique sur les drosophiles, on doit utiliser la notation de Morgan, ou Morgan, ça dépend si on dit en anglais ou en français. Alors, il a travaillé sur les mouches du vinaigre, donc la drosophile. Il y a assez peu de chromosomes chez cette espèce, il n'y a que 4 paires de chromosomes. Elles sont faciles à étudier parce qu'elles s'élèvent facilement, elles font beaucoup de descendants. Il y a beaucoup de mutants, donc on peut vraiment étudier cette transmission de mutants. Et il y a peu de chromosomes, donc on a vite fait le tour. Alors au niveau des conventions d'écriture, on suit celle de Morgan. Et donc l'allèle mutant chez Morgan est désigné par la lettre du mot anglais le désignant. Donc si on a un mutant qui a un corps noir, on utilisera la lettre B pour black. Et si on a un mutant qui n'a pas le corps noir, enfin si on a l'individu sauvage, donc qui n'aura pas ce corps noir, il aura un corps gris comme toute la majorité des drosophiles. Dans ce cas-là, on va indiquer qu'il n'a pas le corps noir par la petite croix. Donc on utilise la même lettre pour le sauvage et pour le mutant, et c'est le caractère du mutant qui détermine quelle lettre, si c'est A, B, C ou D. Donc black pour le mutant et absence de black, donc absence de corps noir en gris, pour le gris. Alors on met une minuscule, la plupart des mutations observées sur la drosophile sont récessives, donc c'est souvent des minuscules, mais il arrive parfois que la mutation soit dominante. Dans ce cas-là, on va utiliser une majuscule, c'est le cas des ailes bouclées, donc le mutant sera grand C, ici un petit Y avec, et le sauvage, donc, qui a le caractère récessif, il aura le même symbolisme avec l'absence de ce caractère mutant, cette fois-ci dominant. La petite croix signifie juste l'absence de la mutation. Alors, on va faire un exercice de dihybridisme pour les mouches. Et donc, on a un énoncé qui nous dit des parents doubles mutants ont des corps noirs. Ça, c'est le phénotype. Donc, si on étudie les parents du phénotype, on donne un corps noir et des ailes courbées. Donc, on étudie le caractère forme des ailes et le caractère corps noir. On va multiplier par couleur du corps, on va multiplier ça, on va croiser ça avec une autre lignée qui, elle, a un corps gris et des ailes droites. Donc, on étudie 2 caractères, couleur du corps et forme des ailes. Voilà. Et on dit qu'en F1, les hybrides donnent 100% de corps gris et ailes droites. Donc en F1, le phénotype, 100% corps gris, ailes droites. Donc ça, c'est nos informations qui concernent les phénotypes, ce qu'on voit. Alors pour pouvoir analyser le croisement, il faut parler du génotype. Et pour parler du génotype, il faut utiliser des notations, donc désigner les allèles par des lettres. Donc la première début de la réponse, c'est le choix des lettres des allèles, et on va utiliser la notation de Morgan. Donc pour le mutant corps noir, on va utiliser le B. Il est récessif, on ne le voit pas en F1 puisque c'est 100% de gris. Et donc pour le gris qui est dominant, on va indiquer l'absence de cette mutation corps noir. Pour les ailes courbées, on utilise petit c, c'est récessif aussi puisque en F1, elle ne s'exprime pas. Donc on a un petit c avec la croix pour l'aile sauvage qui est droite. Et donc on a nos 4 écritures d'allèles qui respectent la notation de Morgan, j'allais dire Mendel. Donc on va parler du génotype. Et donc les lignées pures noires, elles ont BB et CC pour ailes courbées. Et les corps gris, ils vont avoir absence de noir, en lignée pure, donc homozygote, et aile droite, absence de courbée, comme ceci. Alors pour faire des descendants, ces individus qui ont un génotype donc à 4 lettres, parce qu'on fait du dihybridisme, 2 lettres par caractère, vont faire des gamètes, des cellules sexuelles, qui reçoivent un allèle sur 2. Et s'il n'y a pas le choix pour recevoir l'allèle de couleur du corps, il n'y a pas le choix pour recevoir l'allèle forme des ailes, et donc 100% de leurs gamètes seront identiques. Pareil, de l'autre côté, ils auront tous reçu des allèles identiques, puisqu'il n'y a pas le choix chez les individus homozygotes de lignée pure. Donc, que va recevoir les individus de F1 ? Ils vont recevoir d'un de leurs parents, on peut dire mâle ou femelle, malgré qu'ici, il disait que ça ne, quel que soit les croisements au départ, le mâle et la femelle, on avait la même chose. Donc, imaginons que ceci est la femelle, bon, on s'en fout. Donc, on va plutôt mettre le parent 1 et le parent 2. Donc, le parent 1, le parent 2. Le parent 1, il donne
une seule possibilité. Donc dans mon petit tableau de punette, je ne mets qu'une seule colonne. Et le parent 2, je ne mets qu'une seule ligne parce qu'il n'a aussi qu'une seule possibilité. Donc les individus de F1 vont recevoir un petit b plus et un petit b normal, un petit c plus et un petit c normal. Alors, on les écrit dans ce sens-là, parce que le caractère mutant est dominant et se met devant. Donc celui qui a absence de noir et absence de courbé est le dominant. Et donc ça, c'est notre génotype des F1. Et ce sont bien des hybrides, des hétérozygotes pour chacun des caractères. Et ça correspond bien au phénotype qu'on nous avait donné. Un corps gris, puisqu'il a la présence de ce caractère dominant, et des ailes droites, puisqu'il a la présence de ce caractère dominant. Et 100% des F1 sont comme ça, puisque 100% des gamètes de chacun de leurs parents sont identiques. Alors on continue, parce que faire une F1 c'est sympa, mais une F2 c'est beaucoup plus marrant. Et donc, on croise les hybrides de F1, c'est ça faire une F2. Donc on prend ces fameux individus F1 qui ont un phénotype corps gris, aile droite, et on les croise ensemble. Donc F1 fois F1, donc on a 2 fois le même phénotype, ils se ressemblent tous. Et au niveau du génotype, ce sont des F1, donc ce sont des hybrides. Donc ils ont chaque fois reçu, lors du premier croisement des parents en lignée pure, un de chaque, donc les F1 sont des hybrides. Au niveau de leurs gamètes, eux, ils vont avoir le choix. 1 sur 2 aura le B+, 1 sur 2 aura le B, et pareil de l'autre côté, 1 sur 2 aura le C+, et l'autre le C. Donc on pourra avoir des B+, avec des C+, on pourra avoir des B+, avec des C, on pourra avoir des B avec des C+, on pourra avoir des B avec des C. Et il n'y a a priori aucune raison que les pourcentages, que un aille de manière plus préférentielle avec l'autre, et donc on a autant de possibilités de chaque. Alors ça, c'est quand on fait de la génétique, on va dire simple, avec des gènes non liés, on a des résultats qui correspondent à ceux de Mendel, et donc dans cet exercice c'est le cas, mais on verra que parfois dans les résultats on n'a pas ces proportions. Et donc pareil chez le deuxième parent, c'est le même, donc il va aussi avoir 25% de chacune des combinaisons, si c'est de la génétique où les gènes ne sont pas liés. Et donc il a les mêmes combinaisons. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a les différents allèles possibles? Et on fait un tableau et on imagine, tiens, si jamais les descendants ont reçu ces deux gamètes-ci, ben ils vont recombiner de manière homozygote. Si on peut faire comme ça un tableau avec toutes les entrées, ça prend un temps fou. Et donc, il est déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met les gamètes du parent 1, on met les gamètes du parent 2. Donc, ici, il y a 4 colonnes pour les gamètes du parent 1, puisqu'il y a 4 choix. Il est possible que ces allèles soient transmis sous ces 4 formes-là. Et comme l'autre parent a aussi 4 choix, ben, ça peut se recombiner chaque fois avec l'un ou l'autre, on n'en sait rien à l'avance. Et donc on a sur ces lignes-ci, le génotype, enfin les allèles présents dans les gamètes. Dans le tableau, on a les génotypes, et normalement chaque case correspond à une possibilité. Et donc il y a 16 possibilités de combinaison. Et donc elles ont toutes exactement la même probabilité a priori. Et donc c'est ça qu'on va observer. Donc j'ai refait ici le tableau déjà tout rempli. Et j'ai essayé de regrouper les différents phénotypes. Donc quand on a la présence de B, avec la petite croix, c'était le corps non mutant gris. Et donc tous les individus qui ont ce petit B+, qu'ils soient homozygotes ou hétérozygotes, ils ont le corps gris d'office. Et tous ceux qui ont le petit C+, qui est revenu ici devant, hein, oula, donc ils ont reçu un C+, que ce soit d'un des parents ou de l'autre. Ceux-ci, donc ceux qui sont encadrés ici en vert. Et donc ils ont les fameuses ailes droites, puisque C+, signifie absence de aile courbée. Après, il y a beaucoup moins d'individus qui ont le corps gris, mais les ailes droites. Le corps gris, les ailes droites, le corps gris, les ailes droites. C'était... Ah non, le corps gris et les ailes courbées, pardon. Le petit c, c'est la présence d'ailes courbées. Alors les autres, ils ont
encore une autre possibilité. Donc cette fois-ci, c'est le corps noir, puisqu'il est homozygote récessif, et les ailes droites, puisqu'on a l'absence de la mutation. Et le petit dernier, celui qui n'est présent qu'en un seul exemplaire, parce qu'il faut qu'il ait reçu de chacun des parents le caractère mutant récessif, il faut qu'il soit homozygote, et lui, il est là présent en 1 sur 16. Alors, c'est la proportion des gamètes de phénotype en F2 de Mendel, 3, 3, 3, 1, et dans l'énoncé, ça correspondait. Donc quand on a dans un énoncé 380, 122, on a bien un rapport à peu près divisé par 3. Ici, on a un rapport à peu près égal. Et après, on a encore un rapport divisé par 3. Donc quand vous avez 9 fois plus, puis ici vous êtes à l'étape intermédiaire, et puis 1, donc vous avez bien les rapports 3, 3, 3, 1. Mais on ne fait pas ça avec 16 mouches, on fait ça avec ici à peu près 500 mouches, ici, ou même 600 mouches. Donc ce sont des proportions, c'est 9, 3, 3, 1. Des proportions de phénotypes. Donc on indique bien les phénotypes en toutes lettres. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Si en F1 on croise des individus non mutants, des individus sauvages dominants, c'est ceux-là qu'on obtient en F1, 100%, et en F2 ils sont toujours présents de manière majoritaire. Et on avait croisé au départ avec un individu au corps récessif. Et chez les descendants de F2, il est réapparu. Il est réapparu dans un seul des cas. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est les nouvelles combinaisons. Donc ça, c'est des caractères recombinés. Avant, le gris allait avec les ailes droites et le noir allait avec les ailes courbées. Et donc ici, nous avons des nouveaux individus et on pourrait imaginer qu'on a une nouvelle lignée pure. On l'a. La nouvelle lignée pure, elle est ici. Pour avoir une lignée pure, il faut être homozygote. Donc ceux-ci sont ceux de lignée pure qu'on pourrait aller isoler. Ceux-ci ont le même caractère phénotype, mais ils ne sont pas de lignée pure. Donc si on commence à les isoler et les cultiver entre eux, on n'aura pas tout le temps la nouvelle combinaison. Pareil pour l'autre combinaison, on peut l'avoir en lignée pure, et donc avoir une nouvelle espèce, une nouvelle lignée, ou bien on peut l'avoir en mode pas toujours le même quand on la croise avec elle-même. Alors faire des F2 et analyser comme ça tous les descendants, c'est un peu complexe. Donc souvent quand on veut avoir des réponses rapides, avoir des informations sur les génotypes des allèles, on va non plus faire des croisements, des hybrides entre eux, mais des croisements test. Alors quand on fait un croisement test, ça signifie qu'on va croiser l'individu qu'on veut étudier avec une lignée pure récessive. Donc si on croise avec une lignée pure récessive, quand on aura les descendants, on aura des phénotypes, et ces phénotypes vont montrer le génotype des gamètes de l'individu. Puisque l'individu récessif ne masquera rien, il donnera 100% d'allèles récessifs. Donc les seuls qui vont s'exprimer, c'est ceux de l'individu étudié. S'il a un allèle dominant, il s'exprimera. S'il a un allèle récessif, il pourra s'exprimer aussi. Parce que dans ce cas-là, il sera homozygote récessif. Donc j'ai déjà tout préparé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reprend nos hybrides de F1. Ils sont donc des hybrides, donc avec des caractères hétérozygotes, et on les croise avec des récessifs, des lignées pures récessives de toute façon, si le phénotype est récessif, l'individu est homozygote pour ce caractère, sinon il ne s'exprimerait pas. Et donc lignée pure récessive ou individu récessif, c'est un pléonasme, on dit la même chose. Et donc les gamètes de l'individu récessif, il n'a pas le choix pour le petit b, le caractère mutant récessif noir, il n'a pas le choix pour le petit c, le caractère mutant récessif L courbé. Par contre, l'hybride de F1, mais là comme tout à l'heure, deux caractères de manière hétérozygote, et donc l'un peut aller avec l'un, toutes les combinaisons sont possibles. Et si on observe dans les descendants de ce croisement test les bonnes proportions attendues, avec les nouvelles combinaisons, ceux qui n'étaient pas présents chez les parents de départ, on a la preuve, quelque part, par ce test, par ce croisement test, en le voyant dans le phénotype, que les gamètes de l'individu hybride sont bien en proportion
tout identiques. Et donc, ici, on a 50% de recombinés. Donc, c'est le maximum qu'on puisse avoir. Il n'y a pas moyen d'avoir plus de recombinés que de combinaisons de départ. Et dans ce cas-là, on dit que les gènes, sur une carte factorielle, sont à 50 centimorgans ou sont sur 2 chromosomes différents. Donc les centimorgans, ça se calcule, c'est un petit c comme un centimètre avec une majuscule, ça se calcule par le pourcentage total de recombinés, les différentes recombinés dans un sens ou dans l'autre. Voilà, alors pour ceux justement qui sont plus proches, donc qui ne sont pas sur des chromosomes différents, qui sont à une distance inférieure à 50 centimorgans, les résultats du croisement test ne seront pas de 25, 25, 25, 25, et donc ça sera pour peut-être une autre vidéo.